Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, tous les soirs, vous avez désormais l'habitude, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en compagnie d'observateurs nationaux et internationaux et nous le faisons avec vous. Donc n'hésitez pas à réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Médien TV, sur le hashtag 60MPC, le compte Twitter de l'émission. Ce soir, les invités qui ont accepté d'être avec nous sont Madame Raja Mjati Alami. Bonsoir, vous êtes économiste, sociologue, spécialiste de l'économie informelle, vous êtes universitaire, vous avez notamment commis cet ouvrage, Le secteur informel au Maroc. Ça nous permettra d'en parler, bien sûr, car ça nous permettra d'en discuter au long de l'émission. Abasso Traoré, vous êtes chef de la division fiscalité intérieure à l'UMOA, qui est l'Union économique monétaire ouest africaine, à Ouagadougou, Burkina Faso. Merci d'être avec nous ce soir. Paco Mondon, vous êtes expert fiscal, président de Mondon Conseil International à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes également président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et membre de la Commission de réforme fiscale de la Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, Mohamed Qabbaj, vous êtes président du Club marocain de la fiscalité et vous êtes expert comptable. Bonsoir. Le Maroc est résolument tourné vers l'Afrique et l'Afrique est résolument tournée vers le futur avec un potentiel de développement économique considérable. Mais les nations africaines ont-elles les politiques fiscales adéquates pour accompagner ce développement? L'économie informelle, dénominateur commun de beaucoup de pays africains, est-elle une entrave à ce développement? Politique fiscale africaine, un frein au développement, c'est le titre de l'émission de ce soir. Alors, madame, messieurs, l'objet de ce soir, ça va être essayer de comprendre. On parle de fiscalité au Maroc, et ça va nous permettre ce soir de comprendre s'il y a des points communs entre la fiscalité marocaine, la fiscalité des pays d'Afrique, et de quelle manière, quels sont les défis à relever pour pouvoir justement aller vers un développement. Ma première question, tout simplement de savoir, il y a quelques jours, une rencontre vous a uni, vous a permis de dialoguer, de vous concerter, d'échanger sur les politiques fiscales au niveau de l'Afrique. Je vais vous poser la question qui est le titre de l'émission. Est-ce que vraiment le développement de l'Afrique passera par une réforme des politiques fiscales? Madame. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, oui, en grande partie du fait, effectivement, vous avez évoqué la question du secteur informel. Il y a quelques jours, justement, dans nos rencontres, il y a un intervenant qui disait que l'informel constitue la règle et le formel l'exception. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cet informel, les politiques, ce qui nous réunit, effectivement, c'est ces similitudes par rapport au secteur informel et les problèmes que connaît ce secteur, la manière de l'aborder, la manière de le fiscaliser soulève d'énormes questions qui, à mon sens, sont similaires. Alors, ce qui s'est dégagé d'une manière beaucoup plus générale, c'est que il y a une hétérogénéité de ce secteur informel, que ce soit dans les pays africains ou le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a disons 4 grandes composantes de ce secteur informel dont devraient tenir compte les politiques fiscales. La première composante, c'est l'économie des micro-entreprises, le secteur, ce qu'on appelle le secteur informel des micro-entreprises. La deuxième composante, c'est l'économie un petit peu illégale. Et la troisième composante, c'est l'économie souterraine, cachée, qui transgresse délibérément la réglementation pour vivre. La troisième composante, dont on parle malheureusement pas beaucoup, c'est l'économie domestique. Ce secteur domestique qui est mal évalué de toute façon. Alors, autant on en sait un peu, grâce à des travaux sur le terrain, grâce aux travaux du HCP aussi. Sur la première composante, il y a jusque-là 3 enquêtes qui ont été menées qui permettent, en gros, d'avoir les traits principaux de ce secteur informel. Autant les 3 composantes demeurent encore très très mal connues. Alors, donc, voilà, il y a ces 3 composantes qui ne sont pas les mêmes et il faudrait donc tenir compte de cette hétérogénéité. Par exemple, bon, si on se limite un petit peu au cas marocain, le secteur informel qu'on connaît le mieux constitue une composante essentielle de l'emploi. Selon les statistiques du HCP, pratiquement 40% de l'emploi non agricole sont dans un emploi informel. Et si on prend et si on intègre
la main-d'œuvre non protégée, ça va à 80%. Alors que le secteur institutionnel moderne n'intègre que 10% des emplois. Donc vous voyez bien cette masse critique qui est là. Alors justement, ça va nous permettre de comparer aujourd'hui, d'avoir un point de comparaison avec nos pays amis et frères, qui sont le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire. L'informel au Burkina Faso, c'est quelque chose, on est dans les mêmes tendances? Merci de nous avoir invités à cette émission. Effectivement, les réalités sont similaires. Moi, je m'occupe de la fiscalité au sein des États membres de l'UEMOA, qui, je le rappelle, comprend 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, des pays francophones. Donc, dans ces pays-là, l'informel tient une grande partie de l'économie. Nous sommes autour de 60% pour ce qui est du secteur productif urbain. Et lorsque nous partons dans le secteur rural, c'est carrément pratiquement toute la production. Donc la réalité est la même dans ces 8 États membres. Et comme disait Madame Alami, en réalité, l'économie, les PIB dans ces pays-là, dans nos pays, est portée pour au moins 70 à 80% par ces personnes qui exercent dans ce qu'on appelle le secteur informel. Alors, sur le plan fiscal, on pourra y revenir, il y a beaucoup de difficultés. Mais pour revenir à votre question de départ, est-ce que la fiscalité est un frein ou va accompagner le développement de l'Afrique? Je pourrais dire que oui. Il faut voir la chose de manière positive. La fiscalité fera toujours partie du chemin du développement. Il va falloir toujours compter avec elle. Alors, on reviendra justement sur la manière. Je fais un petit tour sur l'économie informelle pour qu'on puisse après revenir aux systèmes fiscaux, à la similitude qu'on peut avoir dans les systèmes fiscaux et la culture aussi de l'impôt, parce que ça aussi c'est important à observer au niveau de l'Afrique. Pas comme Mondon, au niveau de la Côte d'Ivoire, on est un peu, si on fait un screening des pays africains, on est sur la même tendance au niveau de la Côte d'Ivoire? Oui, tout à fait. M. Abasso l'a dit. En fait, l'UEMOA donc définit un peu donc la politique économique donc dans les 8 pays de l'Afrique, de l'Ouest africain, comme il vient donc de le dire. Et donc effectivement, on retrouve donc les mêmes ratios. Et Madame donc a défini tout à fait donc le secteur informel. Donc c'est un peu donc toute cette tendance-là qu'on retrouve donc dans nos pays. Alors évidemment, en matière fiscale, chaque pays aura donc son approche pour définir donc selon quelles règles on va taxer, on va dire ce qu'on peut appeler donc le secteur informel. Ça va aller donc de la toute petite entreprise. En Côte d'Ivoire, on parlera donc du secteur donc des petits commerçants. Ensuite, on parlera donc du secteur de l'impôt synthétique pour le secteur informel, ainsi de suite. Donc, en fonction donc des pays, effectivement, il y a donc des régimes d'imposition qui permettent donc d'appréhender ce qu'on peut appeler comme secteur informel. Mais encore une fois, ça dépend. Si on fait donc une classification entre la micro-entreprise ou l'entreprise domestique ou, j'allais dire, l'économie souterraine, etc., qui normalement devrait être donc dans comment on dit, la fiscalité moderne, mais qui échappe donc parce que c'est carrément donc la fraude. Et évidemment, en fonction de ça, on va donc définir donc selon quelles règles fiscales on va donc arriver donc à appréhender la matière fiscale. Mohamed Qabbaj, la notion de pression fiscale, c'est vrai que bon, elle est importante pour appréhender le niveau de la fiscalité dans un pays. Chez nous, après je vous poserai la même question, qui paye les impôts? On sait que 2% des entreprises payent 80% de l'impôt sur les sociétés chez nous. Donc finalement, qui paye les impôts? Ben, écoutez, permettez-moi d'abord de revenir sur cette question que vous avez soulevée, c'est l'informel. Moi, je dirais d'abord l'informel, il frappe toute l'économie du monde, toutes les économies du monde, en Europe, en Afrique, moins en Europe du Nord qu'en Europe du Sud, plus en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. Donc moi, je pense que c'est un phénomène international. Et chaque État, chaque pays doit le combattre à sa manière. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, le Maroc a pris un certain nombre de mesures fiscales depuis 3-4 ans pour essayer de sortir les gens et d'accompagner les gens qui vivent dans l'informel. Donc je pourrais citer à titre d'exemple le statut de l'auto-entrepreneur qui a été mis en place en 2014,
qui prend effet en ce moment. L'État, la loi de finances 2011 a permis d'amnistier tous les gens qui souhaitent s'inscrire à la taxe professionnelle. Le fait de s'inscrire à la taxe professionnelle, pratiquement, c'est une amnistie fiscale. Ce qui n'a pas beaucoup fonctionné. D'après les statistiques, il y a 28 000 personnes qui se sont inscrites nouvellement à la taxe professionnelle. Il y a aussi, en 2013, me semble-t-il, que l'IS, pour les personnes qui atteignent un bénéfice égal ou inférieur à 300 000. Donc, je pense, à mon avis, ce sont toutes des mesures encore pour sortir, disons, les gens de l'informel. Bon, on en parlera tout à l'heure par la suite. Maintenant, est-ce que les gens qui paient les impôts? Moi, je pense que la question est là. Hein. Le problème est là. Aujourd'hui, comment peut-on faire recette? Alors, faire augmenter la recette. Alors, pour notre pays, je dirais ce que vous avez annoncé, quelques chiffres. Bon, moi, je vous dirais encore d'autant plus qu'il y a 70% de sociétés sont déficitaires. C'est d'après les statistiques. Se déclarent déficitaires. Bon, moi, je crois cela est dû tout simplement à une fiscalité qui reste un peu lourde. Qu'on le veuille ou pas. Nous avons, je rappellerai les fameuses formules, trop d'impôts tue l'impôt, les hauts totaux tuent les totaux, le taux mange l'assiette, donc évidemment... Les paliers, exactement. Et aujourd'hui, je crois qu'on doit comprendre une fois pour toutes, dans un pays comme le Maroc, on a besoin d'une lisibilité de notre Code général des impôts, on a besoin d'un taux peut-être de 25-26%. On a besoin de pénaliser la fraude fiscale. On a besoin de mettre en application l'article 192 du Code général des impôts qui parle de la pénalisation fiscale depuis 1996-97. En cas de récidive, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je dirais tout simplement, si nous prenons notre budget, la loi de finances de 2016, 88% du budget émane de la recette fiscale. Vous dire combien la recette fiscale est importante. Donc aujourd'hui, lorsqu'on constate qu'en matière d'impôt sur le revenu, sur les 28 millions dirhams qui sont prévus dans la loi de finances 2016, pratiquement 2% proviennent d'impôt sur le revenu des personnes physiques, chose qui n'est pas normale. Donc aujourd'hui, je pense que l'État a fait ce qu'il fallait faire, mais elle doit encore continuer pour baisser cette pression fiscale, pour baisser les taux et pour essayer d'élargir l'assiette avec la communication, avec l'éducation, avec la pénalisation. Car aujourd'hui, pourquoi un paye, l'autre ne paye pas? Je trouve que c'est anormal. Les gens doivent payer leurs impôts. Les gens seraient de dire de constater qu'on n'a pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, pas d'infrastructures. Lorsqu'on sait que le budget d'État 88% proviennent de la recette fiscale. Donc il faut que les gens payent l'impôt, il faut mener une campagne là-dessus. Moi je suis persuadé, à la lecture du Code général, de la loi de finances de 2016, donc en matière de sanctions, quand même, on a traité les contribuables de deux manières. Les gens qui sont de mauvaise foi et les gens qui sont de bonne foi. Les gens de bonne foi, on leur a dit, écoutez, les sanctions ne vont pas dépasser 5%. Et les gens de mauvaise foi, on est allé dans le projet jusqu'à 50%. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais encore faut-il que le politique, que le législateur comprenne que si les gens ne paient pas leurs impôts, c'est que les taux sont assez élevés. Lorsqu'on a introduit 38% d'hier d'impôt sur le revenu, c'est un taux qui est assez élevé. Et je crois que c'est toute la politique fiscale à revoir. Il faut peut-être rappeler qu'à une certaine époque, il était à plus de 50%. 52. C'était à 52 et l'IS c'était à 45. Oui, et l'IS c'était à 45. Alors, excusez-moi. Alors, évidemment, lorsque l'IS était à 45, tout le monde s'est posé la question à l'époque, si on baisse l'IS, est-ce que les recettes vont augmenter? Mais je peux vous dire qu'à force de baisser l'IS, les recettes ont toujours augmenté. Et à un moment donné, il y avait des grandes réformes, mais ils sont arrêtés. Alors, au niveau des pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on est aujourd'hui, on parle la notion de pression fiscale est importante parce que même dans le calcul de la pression fiscale, on a quand même l'impression que des fois on fait des comparatifs qui sont un peu... On compare des pays parfois africains à des pays européens où on a un poids de la formelle qui est très bas, alors que dans les pays comme les nôtres, le poids de la formelle est assez élevé. La pression fiscale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on est aussi pareil dans une espèce d'harmonie, c'est toujours les mêmes qui payent les impôts, on est aussi sur une pression mise sur un point bien particulier, les entreprises. D'abord au niveau de l'UEMOA, nous avons un texte communautaire
qui fixe un peu comment on calcule cela. Nous avons de manière... on a formalisé cela, on dit le taux de pression fiscale égale au total des prélèvements sur le PIB. PIB nominal. Alors, quel PIB? Est-ce qu'on intègre le poids de l'informel dans le PIB? Oui. 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 D'accord. Donc, tout le monde, toute la richesse nationale est un dénominateur et les prélèvements sont un numérateur. Ce qui donne un chiffre, un ratio, et notre Union a fixé ça à 20%. Pour nous, on pousse les États à avoir comme minimum de taux de pression fiscale par an 20% de prélèvement sur le PIB. Mais vous comprendrez que dans ce PIB, il y a 40 à 50% ou 60% d'informels dedans, qui ne sont pas fiscalisés ou très peu fiscalisés. Ce qui veut dire que le reste du poids du prélèvement bascule sur le secteur dit formel. Et vous savez aussi que dans nos pays, le secteur agricole, qui est encore tributaire de méthodes de production assez je dirais, assez anciennes. Donc, et c'est l'exploitation familiale pour la grande partie. Donc, il n'y a pas de fiscalité en réalité directe sur ces producteurs. Donc, tout le poids du prélèvement, toutes les recettes du budget pèsent en réalité sur le secteur productif urbain ou le secteur secondaire ou tertiaire. Donc, ce qui veut dire que ça revient à ceux qui disent que tous les impôts pèsent sur un certain nombre de contribuables, qui sont les mêmes qui payent toujours, si nous prenons la masse globale. Mais il faut savoir que dans les impôts, il y a des impôts directs et des impôts indirects. Les impôts indirects, nous tous, nous le payons. Que vous soyez agriculteur, paysan, vous payez la TVA lorsque vous allez consommer, que vous soyez un petit commerçant, un consommateur, un citoyen, vous payez l'impôt. Mais c'est des questions de proportionnalité. Alors, chez nous, les pays de l'UEMOA sont autour de, en moyenne, à 15% de taux de pression fiscale, tel que calculé comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Maintenant, le pays qui est un peu en avance, en tout cas qui est un peu plus proche du taux fixé par la communauté, c'est le Sénégal, qui a souvent 18-19%. Et la Côte d'Ivoire qui monte en puissance après, après la crise qui est passée, la Côte d'Ivoire est en train de revenir. Donc voilà un peu les niveaux de pression fiscale dans notre région. Pascal Mondon, pour qu'on puisse avoir un comparatif avec... Paco Mondon. Paco Mondon, pardon, excusez-moi, Paco Mondon. Pourquoi j'ai dit Pascal? Paco Mondon. Pour avoir une idée, en Côte d'Ivoire, par rapport au Maroc et par rapport aux autres pays, la fiscalité, la pression fiscale, on est un peu dans les mêmes niveaux? Oui, tout à fait, M. Abasso vient de le dire. Hein. Il a rappelé donc à juste raison les éléments donc, du numérateur et du dénominateur. Donc ça permet effectivement donc, de dire que le secteur informel est pris en compte donc, dans le calcul donc, du PIB, pendant que donc, les recettes fiscales sont générées essentiellement donc, par le secteur formel, le secteur moderne. Alors en Côte d'Ivoire, nous sommes donc à un taux de pression fiscale donc, de 17%. Alors, on va dire, enfin, l'État va dire 17%. On n'est pas encore donc au point, j'allais dire, d'achèvement, puisqu'en fait, il faut aller jusqu'à 20%. Mais en réalité, il vient de le rappeler fort à propos, c'est quand, pour le secteur formel qui paye, le taux réel n'est pas de 17%. Il est peut-être à 25-30%, parce que c'est ce secteur-là donc qui est le seul donc à supporter donc ce poids-là. Donc, quels sont les remèdes? Évidemment, il ne faut pas dire... il faut aller donc à 20%, mais en augmentant donc la pression encore sur le même secteur donc qui paye toujours. Pour nous, on va dire Confédération Générale donc des entreprises de Côte d'Ivoire, donc le patronat, c'est de dire il faut lutter contre la fraude fiscale, très clairement. Nous avons participé aux côtés donc du gouvernement à la commission donc, de réforme fiscale. C'est un phénomène important en Côte d'Ivoire? Ah, bien sûr, oui. Dans la plupart de nos pays d'ailleurs. Donc il faut donc aller donc vers une lutte sans merci donc de la fraude fiscale, trouver donc le système fiscal qui doit convenir donc pour appréhender la fiscalité donc du secteur informel, et puis également donc lutter contre ce qu'on appelle donc les dépenses fiscales. Quelqu'un a parlé également donc des congés fiscaux. En fait, c'est toutes les exonérations qu'on accorde, on va dire de façon éparse, parce que lorsque ce que les autres ne payent pas, c'est forcément donc d'autres personnes qui payent.
les cadeaux coûtent cher, comme on le sait. Mais alors, dans quel sens on ajuste les politiques fiscales? Vous parlez de lutter contre la fraude fiscale, on va dire c'est tout à fait normal, l'impôt est souverain, on en a besoin, on l'a bien dit, pour alimenter le budget de l'État, mais dans quel sens on le fait? On essaie d'augmenter d'élargir l'assiette en essayant de se caler sur la capacité contributive, et après on pénalise, ou est-ce qu'il faut tout faire en même temps? J'allais dire qu'il faut tout faire en même temps, puisque de toutes les façons, il faut élargir l'assiette. Il faut donc limiter les exonérations au strict minimum. Pour nous, il faut par exemple revisiter donc les codes des investissements. Et à partir de là, oui, une fois que donc tout le monde paiera, forcément, on pourra donc baisser donc le taux donc des impôts. En Côte d'Ivoire, nous sommes à dire que même le taux donc de l'impôt sur les bénéfices, même s'il est encadré donc au niveau UMOA, on parle donc d'un taux qui doit se situer entre 25 et 30%. Vous êtes aujourd'hui à combien? En Côte d'Ivoire, nous sommes à 25. 25%, ce qui est l'équivalent de notre IS. 30. On est à 30%. C'est l'équivalent de notre IS. Oui, tout à fait. L'impôt sur les bénéfices, c'est bien ça. 25%. Peut-être que demain, lorsque l'assiette sera élargie et qu'on pourra donc fiscaliser le secteur informel comme il faut, peut-être qu'on pourra donc baisser ce taux, l'impôt sur les bénéfices à 20% par exemple, pourquoi pas. Mais bon, ça, ce sera donc à lui et moi donc de décider en accord donc avec l'ensemble des pays. Raja Majati Alami, j'ai pas encore lu ce livre, hein, Le secteur informel au Maroc, mais est-ce que vous avez... Il y a une psychologie de l'impôt, il y a une sociologie de l'impôt. On dresse... j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens des impôts, ils font des formations en termes de psychologie fiscale, ils essaient de dresser des profils fiscaux. J'ai eu peur quand on a commencé à me dire ça. Mais est-ce que là, au niveau de l'informel, est-ce qu'on a des leviers pour faire rentrer cette notion de citoyen fiscal, citoyen contributif au sein du secteur informel? Est-ce qu'on peut le faire? Alors, j'ai écouté attentivement un petit peu la réflexion. Je vais peut-être mettre un petit bémol par rapport au secteur informel. Et je rappellerai quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les principales caractéristiques de ce secteur informel. Hein. La première composante, c'est quand même 70% de l'auto-emploi. Autrement dit, 70% des actifs travaillent en solitaire, hein, comme on le voit. Les entreprises... On n'est pas dans des structures organisées qui ne sont pas déclarées, ni quoi que ce soit. Alors, c'est de la fragilité aussi. Seuls 4% des entreprises disposent de plus de 4 salariés. Donc vous voyez un petit peu, alors c'est des entreprises familiales, l'apprentissage se fait traditionnellement sur le tas, c'est des structures qui sont relativement fragiles, tout en étant hétérogènes. Hein. Là vraiment c'est un dégradé de gris, c'est pas du tout... Alors il est de tradition justement de considérer que le secteur informel est informel à partir d'une vision un petit peu légaliste et d'une approche légaliste, c'est parce qu'il transgresse la réglementation fiscale. Et les enquêtes, aussi bien du HCP que les enquêtes du terrain, montrent effectivement que cette vision dichotomique d'un secteur formel qui respecte la réglementation intégralement et qui est blanc, et d'un secteur informel noir qui ne la respecte pas, n'a aucune réalité concrète. Autrement dit, si on s'intéresse à ces micro-entreprises, les enquêtes montrent qu'elles payent les patentes. Pas tout le monde, mais en tout cas toutes les entreprises localisées qui ont un local payent les patentes. C'est un signe de reconnaissance et de visibilité, on ne peut pas y échapper. Ils ne payent pas la TVA, mais ils se répercutent à travers les intrants, ça c'est clair. Hein. L'enregistrement sur les registres du commerce est bien moins observé. Donc, ça c'est ils payent les impôts locaux. Enfin, ils ne payent pas la TVA, c'est quand même un manque à gagner pour l'État qui est énorme. Hein. Oui, mais ça se répercute. Donc, c'est pas une question de défense. C'est-à-dire qu'en conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas ce secteur blanc et ce secteur noir. Il y a une espèce d'intensité dans le paiement de la fiscalité et dans l'observation des règles qui est différente, mais qui est observable dans toute la société. Autrement dit, il y a aussi des grandes entreprises
considérés comme formels, qui ne respectent pas certaines réglementations telles que le SMIC, la réglementation sociale, etc. Donc, c'est pour ça un peu que cette notion de secteur n'est pas très pertinente. Et donc, il y a cette intensité de l'informalité, de la transgression respect, mais qui est présente dans toute la société. Mais alors, de quelle manière on appréhende? Parce que, j'ai l'impression, ça me rappelle ce film Les Incorruptibles, où au moment où on a décidé d'aller chasser Al Capone, la question était de se dire, ah, mais la question n'est pas de savoir où est l'alcool, c'est de savoir qui veut aller déranger Al Capone. Donc en gros, je mets ça sur un autre registre. On sait exactement où sont les entreprises qui sont dans le secteur informel. On a chez nous, on sait très bien où ça se situe. Est-ce qu'on a une volonté politique, là je pose la question même dans les pays, d'y aller? Est-ce qu'on peut y aller ou pas au nom de la paix sociale? Est-ce qu'on va essayer de freiner un peu des cas de fer? Alors, dans notre région, en Afrique de l'Ouest, il y a deux aspects essentiellement. Il y a l'aspect politique qu'il ne faut pas occulter, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, mais aussi il y a la réalité de la capacité administrative à gérer ces secteurs. Vous savez, ils sont très nombreux, ils sont caractérisés par une certaine mobilité, ils n'ont pas d'attache administrative assez fixe, c'est-à-dire l'enregistrement, ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de choses, plusieurs possibilités de les saisir n'existent pas. Donc, l'administration aussi fait des calculs. Elle s'est dit, est-ce que je vais affecter mes ressources administratives et techniques pour suivre une masse de contribuables quand je suis sûr qu'au sortir, le résultat, le rendement de l'impôt que je vais collecter est très faible par rapport à la capacité, aux ressources mobilisées, ça c'est un calcul, je dirais, économique. Business, hein, voilà, pour voir est-ce que c'est rentable de le faire. Et il y a aussi le fait que ce secteur est souvent très sensible. La gestion de ce secteur est très sensible sur le plan politique parce que c'est une population urbaine, citadine, très, je dirais pas vindicative, mais assez réactive lorsqu'il y a des problèmes sociaux. Et ils ont des possibilités de nuisance dans la cité qui font que, en tout cas dans nos pays, l'autorité politique fait très attention pour ne pas créer des troubles souvent qui ont des répercussions sur l'économie formelle en ce moment. C'est les grandes entreprises souvent qui sont victimes des actions de ces éléments souvent difficiles à contrôler. Donc, problème de capacité administrative pour les gérer, pour les suivre au jour le jour, pour les enregistrer, pour les poursuivre, pour faire des relances. On ne peut pas suivre tous ces gens-là pour leur demander de venir payer les impôts, souvent, dont le montant est souvent très faible. Et aussi, il faut faire attention pour que sur le plan politique, la stabilité sociale ne soit pas mise en marche. Je crois que c'est ce qui fait que, comme vous le dites, on les connaît, on sait où ils se trouvent, on les voit, et on essaie de dire, bon, on va faire avec jusqu'à ce que, de manière maintenant organisée, on fasse la transition, on les amène à franchir le pas, ceux qui seront en mesure de rentrer dans le système dit formel, le système moderne. Donc eux, ils feront une mutation, une migration dans le système d'imposition du réel, et on laissera les autres mûrir. C'est comme une sorte d'incubation, comme on appelle des pépinières, et pour qu'ils grandissent, pour passer de l'autre côté du système. Et ça pose la question de la culture de l'impôt. On en discute juste après une petite pause. Alors, avant qu'on parle de la culture de l'impôt, je voulais vous faire réagir sur, voilà, je posais la question, on sait où c'est? Est-ce qu'on peut avoir le courage à un moment donné de dire, ah bah tiens, on sait les identifier, on sait où ils sont, est-ce que c'est finalement rentable d'aller sur cette population-là pour la faire payer des impôts? Je voudrais revenir sur l'amnistie qu'a fait l'Office d'échange il y a 1 ou 2 années. C'est l'année dernière. L'année dernière, cette amnistie, on en parlait au Maroc depuis 3-4 ans. Il a fallu un ministre des Finances qui ait le courage politique, il l'a mis en place, ça a marché. Donc je pense, à mon avis, le courage politique est très important. Mais on n'était pas sur la même population. D'accord, mais attendez, on est tout à fait d'accord. Deuxièmement, il faut quand même, au Maroc, on se connaît. On connaît les gens qui payent et les gens qui ne payent pas. Bon, je crois qu'à un moment donné, l'État a fait un effort. L'État a tendu sa main à tous les gens qui exerçaient d'une manière illégale, qui ne payaient pas leurs impôts, pour leur demander simplement de venir s'inscrire.
Et la main est tendue depuis 2011. Et ça va continuer jusqu'au 31 décembre 2015. Évidemment, il ne faut pas que les taux d'imposition soient énormes. On n'est pas là pour que ces gens-là payent beaucoup plus, mais il faut qu'ils contribuent, il faut qu'ils participent, même à 5%, même à 10%, mais il faut qu'ils contribuent. D'ailleurs, je voudrais revenir, si vous permettez, sur la définition d'un bon impôt. Comment peut-on définir un bon impôt? Oula, oui. Un bon impôt, c'est celui qui a une assiette large et un taux bas. Bon, c'est reconnu par tous les économistes. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que nous avons besoin de sensibiliser les gens, qu'ils comprennent pourquoi ils paient un impôt. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on vous dit, écoutez, moi, mes enfants, je paie leur école. Les soins, je les assure. Les routes ne sont pas en bon état. Là, vous êtes en train de parler justement de la population qui paye les impôts. Absolument. Oui. Alors, qu'est-ce que me donne l'État en contrepartie? Je paye mes impôts. Alors, si on va rester dans ce raisonnement, on n'avancera pas. Moi, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Tout le monde doit contribuer au budget d'État. Même pour 1000 dirhams. Il faut qu'on ait cette culture fiscale. Et cette culture fiscale, il faut que ça commence déjà par l'école. Il faut qu'on introduise des cours de civisme dans nos écoles. Il faut que nos enfants, à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, commencent à comprendre qu'est-ce que c'est la fiscalité. Vous savez tout ce qu'il y a à mettre dans l'école, là, en ce moment. Oui, mais parfaitement. Il faut commencer par des cours civiques. Il faut commencer à tout point de vue, parce que c'est la culture. C'est à partir de ce moment-là que quelqu'un qui a 4-5 ans, qui commence à comprendre quelle est sa contribution. Il doit contribuer pour qu'un État puisse avancer. Il faut absolument contribuer. Je vais vous citer quelque chose que j'ai lu, un article que j'ai lu récemment sur un journal français. Vous savez que le président de Bayern de Munich, il avait fraudé l'administration fiscale en payant quelque chose en 2000, pratiquement 24 millions d'euros. Il a dissimulé sa déclaration pour 24 millions d'euros. Spontanément, en 2014, il est allé régulariser sa situation fiscale. En régularisant sa situation fiscale, 3 ans de prison. Maintenant, il est en prison, depuis l'année dernière. Pour vous dire un peu le civisme fiscal, à tel point il est arrivé dans un certain nombre de pays. Donc, il faut qu'on commence à éduquer nos enfants, il faut communiquer, il faut que les gens, que tout le monde doit contribuer d'une manière équitable. Pascal Mondon, Décidément. Ah, mais c'est pas possible, je vais y arriver quand même. Paco Mondon. Paco Mondon, excusez-moi. Comment on amène justement, je voulais voir les mesures qui ont été mises en place. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu la même démarche d'essayer d'amener les gens qui étaient dans l'informel à les faire passer dans le formel? On a, nous, le statut d'auto-entrepreneur qui a été mis en place, on peut en discuter. Est-ce qu'il y a eu des amnisties? Est-ce qu'il y a eu cette démarche de la carotte avant le bâton pour essayer d'amener les gens vers l'impôt? Alors, par rapport à votre question, avant d'arriver donc à la taxation donc du secteur informel tel qu'on le pratique en Côte d'Ivoire, oui, il y a déjà eu donc des sortes donc d'effacement, on va dire, oui, d'arriérés d'impôts, qui d'ailleurs a concerné donc pas uniquement le secteur dit informel, mais l'ensemble des contribuables. Je crois que ça s'est passé autour donc des années donc 2008, et on a regardé donc dans le fichier donc de l'administration, et on s'est dit au-delà donc de 4 ans en arrière, donc 4 ans en arrière et plus, on efface donc la totalité, parce que de toute évidence, il s'agissait donc de créances fiscales que l'État ne pouvait pas recouvrer de toutes les façons. Donc ça participait également donc d'une bonne gestion donc de l'administration de l'impôt, puisque bon ben ça, on comprend donc le fichier pour rien. Dans le projet d'annexe fiscale 2016, il est prévu donc effectivement une amnistie fiscale pour ceux qui viendront, effectivement, qui sortiront, on va dire, l'informel, à savoir donc il faut donc effacer donc leurs arriérés. Le principe, si on vient s'identifier fiscalement, on ne vient pas vous embêter sur ce qu'il y avait avant. Mais ça ne concerne pas donc les grandes entreprises qui ont donc des arriérés communs qui ne les payent pas. Donc effectivement, cela existe. Alors pour revenir donc au système mis en place en Côte d'Ivoire pour appréhender donc l'impôt au niveau donc du secteur informel, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle donc la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. Jusqu'à 5 millions de francs CFA, on va dire donc de chiffre d'affaires, vous payez une taxe forfaitaire, c'est connu, c'est dans le code des impôts, et on passe donc à autre chose. Au-delà donc de ce montant, il y a ce qu'on appelle donc l'impôt synthétique, qui est également, on va dire, une sorte de taxe forfaitaire, qui regroupe
un certain nombre d'impôts connus, la patente, la TVA, enfin, etc., etc. Et puis, il y a également, comment dire, une sorte de prélèvement à la source qui a été mis en place pour justement fiscaliser donc, le secteur informel. Ça marche de quelle façon? Lorsque un contribuable du secteur informel fait par exemple une prestation à une entreprise donc, du secteur moderne, avant donc de payer la prestation, vous retenez 7,5%. À la source. À la source. C'est l'entreprise, avant de payer ce prestataire, absolument, qui prend 7,5% qui doit le si vous le reverser devez 100, à l'État. Ben vous allez donc lui payer que 92,5, de sorte que cela constitue effectivement son imposition. Si pas là, alors normalement, vous lui délivrez une attestation pour pouvoir donc déduire cette retenue. Si effectivement il fait donc une déclaration. S'il ne fait pas, évidemment, c'est un impôt, donc voilà, c'est son impôt donc définitif. Madame a parlé tout à l'heure donc de la TVA que ce secteur informel donc ne récupère pas. Ne récupère pas. Oui, aussi. Il faut dire que c'est un élément important parce que normalement, dans un circuit économique moderne normal, la TVA pour une entreprise n'est pas, comment dire, un impôt. Ce n'est que, comment dire, c'est une avance. La TVA qui vous est facturée, normalement, si vous facturez la TVA à votre client, vous la déduisez. Mais si vous ne faites pas donc de facturation, évidemment, la TVA qu'on vous a facturée donc, est un impôt définitif. C'est censé être neutre. Voilà, comme si vous étiez donc un consommateur final. Donc, en Côte d'Ivoire, voilà un peu donc Alors, quel argument on peut avancer pour faire passer, vous avez bien dit, vous avez un discours je veux dire, il faut faire comprendre aux gens que payer, c'est contribuer, être citoyen, etc. Mais bon, hein, l'être humain est ce qu'il est. Avec quel argument on peut convaincre? Donc on a parlé d'amnistie, on parle aussi du discours qui est de dire on contribue à la société, on contribue au pays, mais est-ce que ça suffit? On s'est bien rendu compte que ça ne fonctionne pas. Sur quelle corde il faut jouer pour dire aux gens, voilà ce que vous allez gagner si vous sortez d'un système où vous ne payez rien, et puis du jour au lendemain, vous allez dans un système où vous allez payer, vous allez devoir déclarer, vous allez devoir avoir une comptabilité, que ça soit une manière de gérer aussi concrètement. Comment on convainc les acteurs du secteur informel? C'est une grande question. En même temps, j'aimerais revenir un petit peu sur cette culture de l'impôt. Moi, je suis gênée par le terme de culture, mais en même temps, une des questions qui a été posée aux informels, par rapport aux raisons pour lesquelles ils ne s'acquittent pas de leur contribution, pour ceux qui s'en acquittent pas, eh bien les réponses sont quand même assez intéressantes. Les uns, c'est par méconnaissance carrément de la réglementation. D'autres, c'est par tolérance, parce qu'il y a des tolérances de la part de l'État. Il y a certains secteurs qui sont exonérés. L'artisanat est exonéré, par exemple. Donc, ou alors par tolérance vis-à-vis d'un secteur qui crée des emplois, qui dispense des revenus et des qualifications. Et, ma foi, c'est quand même, on se décharge là-dessus, sur ce secteur. Un troisième argument assez intéressant aussi, c'est le fait, en raison de culture endogène, on nous dit, ben nous, on ne se sent pas concernés du tout par ces impôts. Nous payons des impôts traditionnels tels que la zakat, tels que voilà. Et donc, on n'est pas concerné. Ce type d'impôt ne concerne que les grandes entreprises. Nous, on est des artisans ou des micro-entreprises. Donc, ils ne se sentent pas du tout concernés. Donc, voilà en gros, ou alors par inadaptation du système existant. Et je reviens un petit peu à ce qu'a dit monsieur. La plupart trouvent le système inadapté. Par exemple, les patentes sont payées sur une base forfaitaire, indépendamment des résultats de la production, ce qui constitue pour des activités qui fonctionnent d'une manière saisonnière, pour la plupart, qui ne disposent pas d'un salariat, bien sûr, ils n'ont pas de comptabilité, ce qui constitue, ça peut les mettre à genoux en période de crise. Et ce qu'ils contestent, ce n'est pas tellement les patentes, mais cet aspect forfaitaire qui ne les arrange pas du tout.
donc dans un contexte de crise, ça peut tout à fait les... voilà. Donc vous savez comment fonctionne le système forfaitaire. On se base non pas sur les résultats de la production, mais sur la valeur locative du local et du matériel. Alors vous voyez, quelqu'un le passe et puis on évalue un petit peu. Voilà. Donc ça c'est remis en cause. Alors je reviens maintenant à la question que faire. Les convaincre. Oui, mais Comment les convaincre. Alors, effectivement, il faut encore prendre en considération cette dichotomie, cette hétérogénéité du secteur informel. Les grandes entreprises qui transgressent délibérément la réglementation, autrement dit qui sont dans des attitudes d'illégalité ou de souterraineté, doivent s'acquitter de leur fiscalité. Et l'État doit se donner les moyens de les... Alors, l'autre composante, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention, non pas qu'il faille les exempter de la fiscalité. Si on considère qu'on est dans un état de droit, chacun a ses droits et ses devoirs. Et vous avez posé une excellente question. En contrepartie, comment les amener à négocier, comment les amener à passer à la formalité, mais dans un processus de négociation. Ça, c'est important. Hein. Il y a eu quand même des journées nationales qui ont été réservées à la fiscalité, des assises. On peut tout à fait organiser une journée avec les principaux acteurs du secteur informel, l'État, les collectivités locales, les informels eux-mêmes. Il y a des embryons d'organisation. On considère qu'ils font cavalier libre. Ils ne font pas si cavalier libre que ça. Dans les transports, la pêche, l'agriculture, il y a même les informels s'organisent dans les taxis, même. Donc, même dans le si vous voulez, des déchets. Donc, c'est un processus de négociation, c'est une concertation d'abord. Deuxièmement, effectivement, il faut une fiscalité qui soit adaptée, progressive, adaptée au système organisé. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est compliquée ? Parce qu'aujourd'hui, là, on voit les forfaits, on a le statut de l'auto-entrepreneur qui a été mis en place avec des paliers, 200 000 dirhams, 500 000 dirhams en fonction des services, en fonction de que ce soit artisan ou des services, qui va donner pour un auto-entrepreneur qui est dans le service, il va payer au grand maximum 4 000 dirhams, voilà, c'est à peu près 2%, je pense, de ce qu'il aura. Est-ce que ça, c'est des solutions et qui ont été aussi expérimentées ? Je pense que souvent, quand on regarde les choses de près, les concepteurs de la législation fiscale ont pensé à toutes ces questions. Quand vous prenez les textes, en tout cas dans la région de l'Afrique de l'Ouest, les textes qui créent l'impôt, quelle que soit sa forme pour le secteur informel, c'est des impôts assez modiques, tout compte fait. Donc on a pensé que ces gens-là, il y a une démarche éducative, une démarche pédagogique pour les amener à s'entraîner à entrer dans le système de paiement normal des taxes, dont les montants sont en proportion assez relative. Parce que le secteur informel, il y a plusieurs niveaux dedans quand même. C'est une grande nébuleuse, c'est un magma, mais il y a beaucoup il faut bien regarder, vous allez trouver que quand vous parlez de quelqu'un qui emploie 4 personnes, déjà, moi, je trouve qu'il gagne plus qu'un salarié qui travaille dans une entreprise. Ouais, économiquement. Donc, ces messieurs-là, si on le prend, on le met dans le secteur informel et on veut le laisser dans ce niveau où personne ne paie rien, il y a une injustice quelque part par rapport aux petits travailleurs qui payent un impôt sur son revenu. Donc, l'État doit veiller à ce qu'il y ait une justice fiscale. Et l'impôt, c'est le lien le plus fort entre un citoyen et son État. Et quand on parle d'état de droit, quand on revendique, quand on est exigeant, c'est parce qu'on contribue à mettre en place un État duquel on réclame des droits. Donc il faut réaffirmer la nécessité que tous les citoyens du pays, quelle que soit leur capacité, contribuent à payer quelque chose, quel que soit le montant, comme l'a dit M. Kavache. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, il y a des taxes de 20 000 francs CFA. 20 000 francs, c'est en euros, c'est peut-être, je ne sais pas, ça ne vaut pas 100 euros. Non, 30 euros.
30 €. C'est important de... Voilà, l'acte, ce que vous êtes en train de me dire, voilà. c'est qu'aujourd'hui, on a des populations qui n'ont même pas, vous avez dit, soit par ignorance, voire qui prêchent l'ignorance, qui prétextent l'ignorance en disant, bon, bah, je vais pas aller déclarer, j'ai pas ce réflexe d'aller déclarer, ce réflexe d'aller payer par moi-même, contrairement à d'autres pays où tout se fait sur un déclaratif, où les gens gardent leurs papiers, les classent, pour pouvoir faire des déclarations de revenus à la fin de l'année. Ça n'existe pas. Non, mais à part pour les entreprises. Excusez-moi, c'est ce que je disais tout à l'heure quand même, le niveau intellectuel il est pour quelque chose. C'est pour ça que la question posée tout à l'heure, est-ce que nous avons une fiscalité compliquée? Non, pour les petites et moyennes entreprises, la fiscalité n'est pas compliquée, elle est simple. Mais il faut la bonne foi. Maintenant, on peut se poser la question, comment guérir les gens de mauvaise foi? C'est là la question qui se pose. Celui qui est de mauvaise foi, comment peut-on le guérir? Ben, il n'y a pas 36 000 remèdes. Moi, je pense avec une fiscalité simple, avec une fiscalité pas chère, avec des taux bas, ben, il n'y a que la pénalisation qui reste, parce qu'il faut que l'État fasse son travail aussi. Il faut que l'État... Vous pensez que c'est le moment aujourd'hui? Ben, c'est le moment. Parce qu'on avait eu ce débat sur ce plateau-là, mais est-ce que vous pensez que c'est le moment? Mais il n'y a pas le choix. Je vais vous donner un exemple frappant. Au Maroc, nous avons 100 000 professions libérales. Vous avez trop de professions libérales, ça veut dire bac plus 5. Il y a des gens, des avocats, des médecins, des notaires. Il y a des gens qui exercent qui ne sont pas déclarés. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens-là? On leur a tendu la main. On leur a dit, venez vous inscrire, on efface tout. Ils ne sont pas venus depuis 5 ou 6 ans. Que faut-il faire d'autre? Je crois que le Parlement a commis une erreur monumentale. Il fallait que pour cette loi de finances, commencer la pénalisation à petit degré. Moi, j'aurais mis d'abord les gens qui ne s'inscrivent pas à la taxe professionnelle, taxe qui va être supprimée en 2017, on aura l'occasion d'en parler, qu'ils ont l'obligation de s'inscrire, et s'ils ne le font pas à partir du 1er janvier 2017, voilà ce qui les attend. Là, on aurait quand même réglé une bonne partie de l'informel. La deuxième mesure, qui à mon sens est très importante, bien qu'elle soit réglée par le Code pénal, dans son article 547, c'est la fausse facture. Il faut pénaliser la fausse facture. Qu'est-ce que c'est la fausse facture? La fausse facture, c'est tout simplement prendre la TVA de la caisse de l'État et on la met dans sa poche. Là, nous sommes dans le pénal. Évidemment, l'article 547 du Code pénal permet cette sanction. Il a puni, c'est un délit. Aujourd'hui, à mon sens, il fallait absolument maintenir ces deux dispositions si on veut lutter. Parce que lutter contre l'informel, on ne peut pas réunir les gens pour lutter contre l'informel. Lutter contre l'informel, c'est diverses dispositions qu'il faut prendre chaque année pour essayer de minimiser l'informel. Parce que l'informel existera dans toutes les économies du monde. Vous savez, aux États-Unis, lorsque vous payez en espèces, c'est pas déclaré. Hein. C'est simple. Donc, et ça existera dans toutes les économies du monde. En France, vous savez, dans le sud de la France, qu'est-ce qu'il y a comme économie informelle? Donc ça existera partout, l'informel. Mais il faut que l'État soit fort. Il faut que l'État lutte par de bonnes lois. Parce qu'une mauvaise loi va aller encore, tant des gens aller vers l'informel. On a de très belles lois, mais encore faut-il les appliquer. On a un arsenal juridique qui est magnifique, hein, mais encore faut-il pouvoir les appliquer. Non, mais ma question, elle est là aussi. Est-ce qu'on a les moyens? Alors on voit bien, vous êtes partisan de la méthode Coué. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'au contraire, ça va pas repousser encore plus? Et 3, est-ce qu'on a les moyens? Je vais faire un parallèle encore une fois, comme pour le code de la route, on peut pas mettre un policier derrière chaque automobiliste. Est-ce qu'on peut pas mettre un inspecteur des impôts derrière chaque citoyen ou derrière chaque entreprise? C'est pas possible. Permettez-moi de vous poser la question suivante. S'il n'y avait pas, concernant les chèques sans provision, si l'émission des chèques sans provision n'est pas un délit, combien y aura-t-il de chèques sans provision qui vont circuler au Maroc? On est déjà à 2%. Voilà. Et 20% pour les effets, qui n'est pas pénalisé. Absolument, oui. Qui ne sont pas pénalisés. Donc aujourd'hui, du moment que le chèque sans provision est pénalisé, vous avez 2% de circulation. Pénalisons la fraude fiscale, mais à des degrés justes. Pas d'excès, ça veut dire, c'est pas pénaliser, c'est pas dissimuler le chiffre d'affaires. Ça veut dire vous exercez une profession et vous n'allez pas vous déclarer. Pour moi, nous sommes dans la pénalisation de la fraude fiscale. Vous êtes d'accord avec ça? On a eu cette réflexion dans les pays... Je pense que c'est vrai, il faut la sanction, il faut un arsenal pour sanctionner, encourager ceux qui respectent la loi, parce que sans sanction, on décourage ceux qui essaient de se mettre à jour. Donc il faut toujours que la loi
soit là, que l'État soit celui vers lequel tout le monde regarde pour trier le bon grain de livret. Mais je pense que pour ces secteurs-là, comme vous l'avez dit, je pense que votre question, elle est très, très... Comment faire pour amener ces gens-là à abandonner leur manière de faire? Alors, dans nos pays, nous avons des petites techniques. Par exemple, les marchés publics. Voilà. Si vous pensez que vous voulez Exactement, maintenant compétir au marché public, il faut que vous rentrez dans le système déclaratif. Il faut des papiers, il faut des trucs. Ensuite, c'est le moins qu'on puisse demander. Voilà. Donc, personne ne peut compétir dans un marché public chez nous si vous n'êtes pas déclaré, etc. Deuxièmement, vous voulez faire un papier pour votre domicile, les titres de propriété foncière. À la mairie, le maire, avant de signer vos papiers, vous devez... votre situation fiscale. Il faut que vous réglez tous vos trucs, vos arriérés d'impôts de 3 ans en arrière, tout ça. Parce que si vous pouvez faire une maison, c'est que vous avez atteint certains seuils de... etc., etc. Il faut des petites lois comme ça et pour amener les gens à faire de la compliance. Je pense qu'il faut être incitatif aussi dans la loi et réprimer ceux qui, comme vous le dites, sont de mauvaise foi et qui le resteront toujours, quelle que soit l'incitation, quelle que soit la carotte que l'État va leur tendre. Que ceux qui sont insérés dans l'économie illégale ou cachée doivent payer. Et l'État se doit de prendre les mesures qui s'imposent pour les amener à payer. Maintenant, il y a cette catégorie, vous avez bien compris que moi, mon discours porte sur cette grande catégorie des micro-entreprises du secteur informel, vis-à-vis desquelles, effectivement, la méthode répressive ne marche pas toujours. C'est-à-dire, vous les pourchassez, ils vont aller se reproduire ailleurs et aller ailleurs. Ça, c'est clair. Alors, quelles mesures appropriées? Vous avez très très bien effectivement vu, le secteur informel est hétérogène, il y a une catégorie qu'on peut tirer vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories et comment tirer vers le haut les uns vers les autres. Et ça, c'est important. Alors, il y a des entreprises qui sont prêts à payer la fiscalité pour peu et s'insérer dans le formel, pour peu qu'ils bénéficient de marché. Parce que leur gros problème, c'est l'accès au marché. L'accès au marché, certains ne maîtrisent même pas les mécanismes du marché. Donc, marché public, sous-traitance. Rappelons-nous que l'Asie du Sud-Est, dont on vante un petit peu le modèle, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, qui étaient il y a 30 ans bien derrière nous, ont mis en place ce type de mécanisme. Des micro-entreprises et des coordinations sous l'égide de l'État, parallèlement à des formations, où on a créé une espèce de mécanisme de sous-traitance entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises, avec la participation de tous les acteurs. C'est pour ça que je dis, il faut en fait une espèce de négociation. À la limite, les intégrer dans le secteur informel revient en fait à avoir une approche en termes de coût-avantage. Vous vous insérez et on vous donne des marchés publics. Alors, on vous insère dans des mécanismes. Quand vous nous dites on va négocier, mais on négocie avec qui? Lorsqu'on parle des entreprises, on a la CGEM, on a la Confédération Générale des Entreprises. Je parle des micro-entreprises, enfin des petites entreprises. Alors, autre chose, et je terminerai, par rapport à que faire, n'oublions pas que ce secteur informel connaît de multiples contraintes en termes de marché, en termes de financement. Ils ne peuvent pas accéder aux banques. Ne l'oublions pas, des problèmes de formation. Les formations sur le tas sont inefficaces. On a dit il y a quelques jours qu'ils étaient ingénieux. Oui, ils sont ingénieux, mais ils ne sont pas ingénieurs. Ils peuvent imiter, mais ils ne peuvent pas connaître les éléments élémentaires de la géométrie pour pouvoir fabriquer une bibliothèque qui ne tombe pas. Donc soyons réalistes aussi. Donc des formations. Et les sortir du secteur informel, ça revêt des politiques globales. Les mettre en place les conditions permissives qui leur permettraient de s'acquitter de leurs contributions à travers donc l'accès au marché, l'accès au crédit, de véritables réformes du marché du travail, la formation, pour ne citer que cela, et il y a d'autres contraires. Autrement dit, c'est sur l'environnement aussi qu'il faut agir.
Donc, on voit bien que tout ça est extrêmement complexe, finalement. Oui, Enfin, à la fois simple et complexe, parce que finalement, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'ingrédients. La bancarisation qui est en retard dans nos pays. Il faut aussi pouvoir les aider à avoir du crédit, à quitter le crédit informel. Parce que ces gens-là, ils se financent aussi, et ils se font, ils ont du crédit, mais de main à main. Pour les amener à avoir des crédits bancaires. Ou alors des pures politiques de microcrédit. Voilà, donc il faut des structures de microcrédit, il faut aussi les amener à aller à la banque franchement, avec des taux étudiés pour ces activités-là. Tout ça, c'est l'État, ça c'est l'État qui a ce devoir-là. Et lorsqu'ils seront dans le système bancaire formel, vous verrez que d'autres aspects seront régulés comme la fiscalisation. Parce que tant que quelqu'un n'a pas d'attache, soit par une banque, soit par un registre de commerce, soit par même une adresse fixe dans un bâtiment, dans un local, reconnaissez que le travail de l'administration fiscale est très difficile. Quand on parlait de parler avec qui, effectivement, parler avec qui? C'est un magma, c'est la foule. Oui, mais quand même, excusez-moi d'intervenir là-dessus, j'étais souvent sur le terrain. Il y a des gens qui ont envie de négocier, des associations de petits pêcheurs artisanaux qui sont sur le terrain, qui ont des difficultés, des petites associations dans les transports, c'est avec cela qu'on peut discuter. Aller les repérer ou encourager dans un premier temps la mise en place d'associations, au moins ça. Moi, je crois que négocier avec qui? Parce que bon, la loi, elle est là, l'administration fiscale est à la disposition de tout citoyen. Je crois qu'il y a aussi la bonne volonté de vouloir régler ces problèmes. Mais je voudrais dire quand même que notre administration fiscale avance. Aujourd'hui, il a été annoncé dans la loi de finances 2016 que la télédéclaration à partir de janvier 2007 pour tout le monde. Je crois que le système d'information, il est prêt, il s'est développé. Je crois que l'identifiant fiscal va être attribué à chaque citoyen marocain. Je crois que nous avançons et je crois aussi que la loi de finances apportait aussi une nouveauté pour les fraudeurs, pour les gens qui ne veulent pas sortir de l'informel, c'est que la prescription maintenant c'est 10 ans, ce n'est plus 4 ans pour les gens qui ne s'identifient pas. Moi je pense que ce sont des mesures où je reste très très optimiste parce que je crois que l'administration voit pointer des doigts les gens qui ne payent pas leurs impôts. Je pense que nous avons, vous dites sortir de l'informel, il faut peut-être communiquer sur le statut d'auto-entrepreneur, ça ne coûte pas grand-chose, un plombier peut être inscrit entrepreneur, mais on oublie toujours souvent le social. Aussi, le social. Mais le social. Non, mais c'est une autre. Je vous dis parce qu'il nous reste une minute, donc c'est vrai que c'est ça. Le social aussi qu'on peut contribuer à l'informel, et c'est très important. On est d'accord là-dessus. Il reste vraiment une seule minute. Pas Pascal, pas comme, voilà. Pas comme mon nom. Merci. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, pour ce qui concerne donc, le cas de la Côte d'Ivoire, la fiscalité donc de la micro-entreprise, on va dire, parce que je préfère utiliser ce terme plutôt que l'informel, existe et ne coûte pas particulièrement cher. C'est ce que M. Abasso donc disait tout à l'heure. Mais tout est une question donc de savoir appréhender, on va dire, l'assiette, le revenu donc de ces personnes-là. Alors, évidemment, ça amène donc à la question donc de la traçabilité des transactions. Quand ça se passe donc de la main à la main, quand on paye donc la main à la main, comment est-ce que vous voulez qu'on reconstitue donc le chiffre d'affaires qu'un commerçant a réalisé, qu'un prestataire a réalisé? Alors que le paradis pour un inspecteur des impôts, c'est quelqu'un qui se fait payer par virement et par chèque, voilà, ou par carte bancaire. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a dit si vous faites donc pour payer donc des impôts, on ne peut pas payer donc des impôts lorsque le montant excède par exemple 250 000. Bon, donc à partir de là, maintenant tout le reste, on a parlé donc de des professions libérales et donc d'autres personnes, etc. Il y a quand même donc des déclarations que les entreprises donc doivent faire pour les sommes qui sont payées aux professions libérales, à ces prestataires de services, etc. Mais à partir de là, il appartient évidemment à l'administration donc de faire son travail, donc de pouvoir donc identifier les personnes et d'aller recouvrer l'impôt. Tout à fait. Et on est obligé de déposer le bilan pour ce soir. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion si vous nous avez pris en route. À demain.